Sainte Vierge Héloïse, va nous sauver nos âmes. Sainte Vierge Héloïse, va nous sauver nos âmes. Comment il est à l'aise, lui? T'es aveugle ou quoi? Type, il vient à l'aise, s'excuse même pas, il me dépasse. T'es poli ou t'es pas poli, toi? Hey. C'est qui, ce monsieur? C'est quelqu'un de proche? C'est cela. Si on continue à casser les oreilles du bon Dieu tous les dimanches, on finira tous en enfer. Et pour la musique, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah bah pour la musique, rien. Mais comment ça, rien? Ah bah non. Vous allez vous mettre des petits bouchons de coton dans les oreilles et puis vous allez pas nous faire chier, d'accord? Vous savez qu'on peut appeler la police? Eh ben appelez la police, ça vous occupe. Bon, allez. Allô, allô, Smoke City, salut tout le monde, c'est lundi, l'émission dans le brouillard, Smoke City. Aujourd'hui, on a des invités, on fait une émission aujourd'hui pour parler de la recherche avec Georges Debrejas et Eric Herbès. Georges Debrejas, c'est le vice-président de Sauvons la Recherche. Bonjour. Bonjour, qui est physicien, chercheur au CNRS, département physique de l'École normale supérieure. Je lis ce que j'ai sous le nez, hein, évidemment. Et Eric Herbert, bonjour, qui est post-doctorant en contracours au laboratoire acoustique à Paris 4. Voilà. Donc on va parler un peu de, comme tous les sujets qu'on aborde ici en permanence, hein, d'un peu d'une politique qui se marche sur la tête à propos d'un vieux conflit qui a démarré en 2004. Non, même plutôt que ça d'ailleurs. Ouais, 2003-2004. Ouais, 2004 et puis... Bon, on va pas faire comme d'habitude, je lance le truc et puis on met de la musique, mais en fait, je trouve qu'on perd du temps. Aujourd'hui, il y a plein de trucs à dire, on mettra de la musique plus tard. On va en parler tout de suite, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Donc, les chercheurs ont fait grève tout d'un coup, si je me souviens bien. Ouais, en fait, ça a commencé par des coupes dans les budgets, des postes de recrutement qui étaient réduits en nombre, enfin les choses habituelles. Et il se trouve que tout d'un coup, et de façon un peu imprévue, les gens dans les laboratoires se sont dit stop, on arrête. Il y en a marre, quoi. Ça faisait un paquet de temps que ça durait. On voyait des jeunes arriver pour faire ce métier qui n'avaient plus de boulot, tout simplement, et à qui on proposait des CDD merdiques. Et donc, il y a eu une pétition qui est partie et qui a dit nous ne voulons plus collaborer à un système qui produit une recherche de ce type-là. Nous, directeurs de laboratoire ou directeurs d'équipe en particulier, on démissionnera de nos charges administratives, donc on bloquera le système si un certain nombre de moyens, de postes ne sont pas remis en place rapidement. Et alors, pendant quelques mois, il y a eu donc le nombre des gens qui signaient cette pétition a augmenté, il y a eu des manifs assez importantes et on a fini d'une certaine manière par obtenir quelques centaines de postes en plus et puis quelques centaines de millions d'euros en plus aussi pour faire de la recherche. Ça, c'était avril 2004. Mais après, en même temps, ce mouvement avait finalement demandé à ce qu'on aille au-delà et qu'au lieu de tous les ans se retrouver face à cette situation un peu d'urgence, qu'on réfléchisse ensemble à une autre façon de faire une politique de recherche qui soit un peu respectueuse des individus, c'est-à-dire qui évite qu'on leur dise tous les ans vous avez plus d'argent, plus de postes, ou vous en avez un peu plus cette année, etc. Et donc ça a été ce qu'on a appelé les états généraux de la recherche, donc des milliers de gens dans les labos qui sont réunis pour dire on aimerait ça, on voudrait tel type de politique. Et qui ont élaboré un texte proposé au gouvernement. Voilà, 200 pages à peu près. Et le gouvernement s'est assis dessus et a fait à peu près le contraire depuis. Donc tous ces gens ont mis 2 ans à travailler sur un texte. Non, ça a duré 6 mois en fait, parce que le mouvement est parti début 2004 et les états généraux sont tenus en octobre 2004, donc quelques mois plus tard. Et puis après, le gouvernement a fait traîner tout ça, a dit oui, on vous a bien entendu, pas de problème, etc. On va faire une loi. Et puis cette loi était censée être reportée, elle a été finalement votée qu'en 2006. Donc en 2006, cette loi a été votée, vraiment quasiment en contradiction avec ce qui avait été demandé. La loi LRU. Alors non, cette loi, c'était ce qu'on appelait le pacte pour la recherche. Donc elle concernait essentiellement la partie recherche. Mais par ailleurs, donc ça c'était avant l'élection de Sarkozy. Et après l'élection de Sarkozy, la deuxième étape de cette loi, de certaine manière, c'est la loi qu'on appelait LRU, pour liberté et responsabilité des universités. C'est une loi qui, cette fois-ci, s'attaquait spécifiquement aux universités. Alors, il faut juste expliquer que la recherche, en France, se fait dans 2 types d'institutions.
les universités, mais aussi les organismes de recherche comme le CNRS par exemple. Donc la première loi, Pacte pour la recherche, s'intéressait essentiellement aux problèmes de recherche. Mais à l'université, il y a de la recherche, mais il y a aussi de l'enseignement, évidemment. Et donc cette loi LRU, elle s'est essentiellement attaquée à la façon dont l'université spécifiquement est gérée et quels vont être les types d'enseignements qui vont être produits, etc. Donc ça, c'est la deuxième étape, tout aussi régressive, loi LRU. C'est-à-dire que l'orientation des recherches oriente donc forcément l'enseignement. Exactement. Alors c'est quelque chose, les deux sont très intimement liés, même si d'ailleurs le gouvernement aimerait bien les séparer. Mais dans une idée progressiste de l'enseignement supérieur, il y a l'idée que le savoir qu'on enseigne, c'est aussi le savoir qu'on produit, et qu'il y a sans arrêt un aller-retour entre les deux, parce qu'il ne s'agit pas d'enseigner un savoir d'un siècle, et en même temps, il s'agit que le savoir qui est produit, il soit rapidement diffusé aux gens, c'est-à-dire aux étudiants. Et cette idée... Pour qu'ils soient en perpétuelle évolution. Exactement, et qu'il ne soit pas aussi réservé à une caste, que le savoir ne soit pas réservé à une caste, mais soit très rapidement diffusé, et que les étudiants soient au contact du savoir qui se crée. Ce qui est le but de l'université. Exactement, ce qui est la caractéristique de l'université, et ce qui donne à l'université son caractère universel au sens humaniste du terme, mais ce qui par exemple s'oppose à d'autres types de formations, comme celles produites dans un certain nombre de grandes écoles ou d'écoles de commerce, par exemple, dans lequel le savoir qui est produit est un savoir professionnel, sans lien avec une recherche académique. Et donc, un des enjeux de la loi LRU, c'est justement de séparer ça et de dire la recherche doit se faire dans quelques grandes universités auxquelles on va mettre beaucoup d'argent, qui vont être essentiellement situées à Paris et dans quelques grandes villes. Et puis, dans toutes les autres universités, là où évidemment se trouvent les catégories sociales en général les moins favorisées, eh ben on fera pas de recherche essentiellement, et on apprendra bêtement voilà, et si possible on apprendra des choses pas utiles aux industriels qui se trouvent sur place à qui on va demander de financer ces universités, parce que c'est ça, il faut en parler. Exactement. Et donc cette loi voudrait que toutes les universités soient financées par le privé, donc par des industriels du secteur privé. C'est plus l'État des gens désengage, si j'ai bien compris. Je pose la question. Non, c'est oui. pas ça. Tu veux répondre, Eric, ou non, je pense que l'État va rester à l'intérieur des universités, à l'intérieur de la recherche, tout simplement parce que c'est elle qui pilote, c'est elle qui va piloter la recherche à terme. Si on prend d'autres exemples, aux États-Unis, la recherche est pilotée à 70%, pas pilotée, financée à 70%. Parce qu'ils parlent quand même de compétitivité des universités. Oui, enfin, ils veulent mettre les universités en compétition. Ça veut pas dire qu'elles seront compétitives, ou alors il faudrait dire par rapport à quoi. Enfin, c'est toujours un discours et un vocabulaire qui veut rien dire puisqu'il n'est jamais défini. C'était quoi la question ? C'est le vocabulaire de l'entreprise, quoi. C'est le vocabulaire de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va paraître compétitivité, talent. Il faut manager les talents, les faire ressortir. Il faut avoir des élites. Il faut bien soigner les élites pour pouvoir être compétitif à l'intérieur du monde. C'est quelque chose, c'est une démarche qui est totalement à l'opposé de la démarche humaniste. Alors on peut évidemment critiquer l'université sur beaucoup de points, notamment on est bien blanc à l'intérieur de l'université. Il y a clairement peu de gens du 9-3 qui viennent à Jussieu, c'est évident. Maintenant, c'est quand même à l'intérieur de notre société une réussite assez importante, puisqu'on a des gens qui sont formés par des gens compétents qui au final ont des... J'ai oublié la fin de ma phrase. Te stresse pas, c'est pas grave. Dis ce que tu penses, tu sais, on n'est pas là pour faire des formules, hein. On dit ce qu'on pense, c'est tout. Ouais, en gros, je suis arrivé au bout, quoi. Il y a tout simplement une transformation de l'université d'un lieu de savoir en un lieu purement consumériste de transfert de connaissances techniques à usage immédiat, quoi. Parce que quand tu parles de pilotage en fait de l'État, c'est que le problème, c'est que c'est surtout l'État qui va prendre les décisions des politiques de recherche. Est-ce que c'est ça qui est problématique ? C'est problématique, oui et non. Bien sûr, il faut avoir un tout petit peu d'orientation. Si on prend des exemples, il est évident qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on veut faire des recherches sur des énergies qui sont renouvelables. Donc ça peut être quelque chose d'extrêmement large. Maintenant, en dehors de ces indications qui, au final, sont très peu coercitives, qui sont très peu liantes, il faut avoir quelque chose de le plus large possible, puisqu'on parle de connaissances, on ne parle pas de technique. C'est pas...
on peut pas lier la technique de demain à une direction de connaissances aujourd'hui. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Ouais, il faut peut-être expliquer ce terme d'ailleurs qui a été très galvaudé par le gouvernement, qui est l'autonomie des universités ou l'autonomie scientifique. C'est l'idée que la production du savoir scientifique s'organise d'une manière qui est assez particulière et qui est presque impérative si on veut que ce savoir se produise dans de bonnes conditions, qui est que les gens qui produisent ce savoir doivent évaluer la production de ce savoir eux-mêmes et qu'ils doivent être libres de choisir ce sur quoi ils travaillent. Alors c'est une idée qui est très contradictoire avec l'espèce d'idéologie libérale qui voudrait que le monde soit très hiérarchisé, qu'on évalue la performance de l'extérieur, qu'il y ait des cabinets d'audit qui viennent auditer telle ou telle activité. C'est ça, c'est que avant, les enseignants dans les universités étaient élus par d'autres enseignants. Exactement. De façon collégiale. Et aujourd'hui, on voudrait que ces gens-là soient nommés par qui alors ? Alors, ils vont être nommés par le pouvoir politique, ils vont représenter le monde industriel. Et donc, en fait, on est en train de casser des structures extrêmement subtiles d'organisation du pouvoir, de partage du pouvoir dans l'université, mais organisation qui étaient liées au fait que la production du savoir scientifique doit répondre à un certain nombre de règles impératives si on veut que ça fonctionne. En particulier, il s'agit que, par exemple, la hiérarchie ne prenne pas le pas sur la qualité du travail produit. Autrement dit, si j'ai 20 ans de moins que mon chef, c'est pas pour autant que mon chef a raison dans le travail scientifique. Voilà, ce genre de choses implique tout un tas de régulations et implique en particulier que le donneur d'ordre, celui qui finance, se lie les poings et n'intervienne pas. Alors c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais en gros, l'État doit donner de l'argent, vérifier que ça se passe pas trop mal, qu'il n'y ait pas de catastrophe, mais une fois qu'il a donné l'argent, doit laisser les gens faire et discuter entre eux et décider ce sur quoi ils vont travailler. Et c'est la seule façon de faire de la recherche de bonne qualité. Et alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'État a dit, voilà, pour des raisons qui tiennent à la fois à l'idéologie, mais aussi au fait que Sarkozy est le pouvoir en place, mais c'est le cas depuis des années, voit à travers l'université et le monde académique un contre-pouvoir, une force critique, et il s'agit de la casser, il s'agit de la mettre au pas, simplement. Et donc, sous prétexte de rendre ce monde et cette organisation plus efficace, a dit, ben voilà, il y a une chose qui est efficace, c'est l'entreprise. Donc, oublions cette démocratie, etc. Jusqu'à mettre le terme de l'embauche au mérite. Exactement. Donc, on va mettre. C'est un truc de fou. Ça, c'est quoi le mérite d'un scientifique, enfin C'est une bonne question. Alors, ils vont vous répondre. On met des indicateurs. Ces indicateurs vont être évalués de façon automatique. Des indicateurs de performance. On va mettre des primes aux meilleurs, etc., etc. Donc, on applique bêtement toutes les bonnes recettes libérales. Et le rapport Attali n'est que la liste habituelle des recettes de la gouvernance libérale appliquée à l'université. On est vraiment en train de considérer la recherche comme une entreprise libérale. Quoi. Alors c'est d'autant plus comique que... En oubliant ce qu'est la recherche en fait, c'est-à-dire qu'on on est en train de fabriquer une entreprise, on oublie la recherche et on fabrique autre chose. Mais en fait on va pas... Alors justement, tout ça avec quand même un niveau de fauquerie étonnant, parce qu'on sait aussi que alors, dans le cadre de l'application des règles de l'entreprise à l'université, on va dire les universités vont progresser non plus collectivement, mais elles vont progresser parce qu'elles vont être mises en concurrence les unes avec les autres. Et la concurrence, comme chacun le sait, c'est le meilleur moyen de tirer le meilleur parti de chacun. Sauf qu'on part avec des universités qui n'ont pas du tout les mêmes armes, etc. Donc on sait d'avance qui va gagner. Et puis pour être en concurrence, il faut qu'ils travaillent tous sur les mêmes sujets. Donc. Oui, mais enfin, on peut dire qu'ils vont être en concurrence pour avoir les meilleurs étudiants, pour avoir les meilleurs... tout ça, c'est du langage. On sait d'avance qui va gagner. Tout ça n'a pas vraiment de sens. Mais malgré tout, ils sont réellement en train de casser un système avec, il faut le dire, ce qui est assez nouveau, avec le soutien implicite de pratiquement toute la classe politique et d'une bonne partie de la classe médiatique, c'est-à-dire avec le soutien d'une partie des forces dominantes dans ce pays. Ce qui fait que ça va marcher. C'est parce que c'est finalement une tentation qui est aussi vieille que le monde, de se saisir du pouvoir que représente la science et l'université. Mais là, c'est vrai qu'on sent une espèce de raz-de-marée idéologique qui touche même au sein de l'université. Même quand même, ces gens-là, malgré que ce soit des salauds, ils sont peut-être pas stupides. Comment ils peuvent considérer que la recherche va avancer véritablement si elle est que dirigée que dans ce qu'ils rapportent et ainsi de suite, comme on vient de le dire.
forcément, tout ce qu'on a trouvé depuis le début, que la recherche existe dans l'humanité, c'était pas de façon mercantile, c'était pas dans un but mercantile, c'était dans un autre but, c'était dans des buts d'amélioration des conditions humaines ou peut-être des fois dans un but philosophique, je sais pas, ou par hasard. Comment ils peuvent imaginer que demain l'humanité va progresser en ne travaillant que sur ce qui est rentable finalement? En fait, on parle. Excuse-moi. Mais est-ce que le problème, de façon juste comment est-ce qu'on en parle des fois de l'avenir en fait? Est-ce que ces gens-là qui vous proposent de gérer la recherche vous disent mais elle sera meilleure la recherche dans l'avenir comme ça? Est-ce qu'on parle de la finalité et pas seulement du fonctionnement? Parce que moi ça m'effraie finalement. Vous vous battez sur un fonctionnement et tout ça, mais j'ai l'impression que personne ne parle de la finalité. C'est une évidence que cette recherche elle va être bridée. Les deux sont très liés. Hein, elle va être bridée. Donc tous les résultats seront bridés. C'est une évidence, on le voit, c'est dessiné, même c'est avoué. Donc comment tous on peut accepter ça? Même celui qui le veut, comment peut-il accepter ça? Il y perd aussi. Tout le monde y perd. Mais est-ce que justement, c'est pas le problème que les élites politiques sont des gens qui n'ont pas fait de recherche? Ce sont des gens qui ont été recrutés par concours. L'ENA, etc., et qui ne connaissent pas le fonctionnement propre à la recherche, justement. C'est un des problèmes que vous avez soulevé. Effectivement, il y a ça, il y a une forme de méconnaissance, mais il y a aussi le fait qu'il faut sans arrêt justifier le monde dans lequel on vit. Et pour répondre à la question de Mano, c'est... Le capitalisme a montré son caractère suicidaire plus d'une fois. Il le montre une nouvelle fois. Mais c'est vrai, c'est-à-dire au sens où contre la raison et contre la raison objective, on peut continuer dans le même sens. Genre, on le voit avec les crises financières qui s'enchaînent. Tout le monde dit qu'il y a un problème majeur, mais c'est pas grave. Et le problème, avant que le problème remette en cause le système et avant que les journaux titrent « Arrêtons tout », il faudra une apocalypse, je veux dire, parce que derrière, il y a des problèmes de domination extrêmement fortes et que si on dit il existe une alternative à l'organisation sociale qui est celle de l'entreprise, c'est-à-dire avec domination et mise en concurrence des uns avec les autres, et il existe une alternative à ce système-là qui est finalement plus efficace et qui est plus tolérable pour les gens qui vivent dedans, c'est extrêmement problématique pour le système tout entier. Donc casser les alternatives, c'est faire en sorte que se maintienne ce système. Et même si casser les alternatives, ça veut dire casser l'innovation, ça veut dire casser l'avenir de notre société, c'est pas un problème pour les gens qui dominent ce monde. Mais je veux dire, il y a quelque chose de très profondément angoissant, parce qu'effectivement... Ils vivent que dans le présent, ces gens-là. Exactement. Et pour maintenir le pouvoir, ils sont prêts à sacrifier notre avenir à tous. Mais je veux dire, on peut le dire sur l'écologie, on peut le dire sur l'organisation sociale, on peut le dire sur l'économie financière, on peut le dire sur tous ces sujets-là. Ces gens savent qu'ils menacent notre avenir à tous, mais pour préserver leur pouvoir maintenant et tout de suite, ils le font sans aucune angoisse, et puis ils le font soutenir et défendre ils par... Ils sont maso aussi, parce qu'ils font des enfants, ces gens-là aussi. On entre dans une psychanalyse compliquée. Mais leurs enfants s'en sortiront, peut-être. En fait, de manière assez générale, si on regarde le fonctionnement du capitalisme, il n'y a qu'un seul intérêt, en fait, c'est aucune forme de progrès, ni social, ni humain, ni technique. C'est même pas la conquête du monde, c'est même pas de faire en sorte d'avoir un système qui fonctionne, c'est pas de savoir qui sera encore en place dans un siècle. La seule chose qui soit un objectif, c'est la chose la plus vulgaire et la plus ridicule qu'on puisse imaginer, ou en tout cas qu'on ait pu inventer en tant qu'être humain, c'est le profit. C'est la seule et unique motivation. Tout le reste sont des effets secondaires. Alors effets secondaires qui peuvent être extrêmement violents, voire même mortels, mais des effets secondaires quand même. Donc Et le profit à 1 an, hein, pas le profit à 20 ans. Oui, c'est ça. Oui. Non, parce que voire au prochain trimestre. Enfin, je veux dire, on va y revenir tout à l'heure. En tout cas, on va passer un petit peu de musique parce que les gens décrochent si on parle trop longtemps. C'est ce que je dis à chaque fois. Et ici, on est quand même sur Aligre FM. C'est une radio qui fait aucun profit. Nous tous là, on gagne rien. Et on est bien comme ça. Et on va écouter justement un truc qui nous rapporte rien, mais qui nous fait toujours chaud au cœur. On va écouter du vieux rock'n'roll, du rockabilly. Rockabilly, tu sais ce que ça veut dire, Laurent? Ça veut dire Billy, en fait, c'est l'abruti aux États-Unis, quoi. C'est le rockabilly, c'est du rock de Pecno. Et moi, j'adore le rock de Pecno. On écoute Matchbox. Putain, c'est pas que je vous apprécie beaucoup, mais j'aime vraiment pas les autres.
Donc voilà, on est de retour. J'étais en train de dire qu'il fallait qu'on explique un peu ce que c'est qu'un chercheur pour que les gens y comprennent un peu vos soucis mieux, pour qu'ils comprennent qu'un chercheur, c'est un citoyen, c'est qu'un parcours, qui a d'abord des études, et puis ensuite, vous allez me dire qu'est-ce qu'il en devient. Le mec, il sort, il est étudiant, il a son bac, il veut faire de la recherche. Qu'est-ce qu'il... Alors, donc il est étudiant, il a son bac, il veut faire de la recherche. C'est un long parcours, hein, parce que donc il arrive, il a 18 ans, il va commencer par faire un master. Donc s'il redouble pas et tout va bien, il va faire 5 ans après le bac. Ensuite, il va s'inscrire pour faire une thèse. Donc une thèse, c'est une période de recherche qui dure en général 3-4 ans. Où là, il travaille dans un laboratoire directement. Un peu plus pour les sciences humaines. Un peu plus pour les sciences humaines. Les sciences humaines, vous êtes un peu lent. Non, parce que vous n'avez pas de financement. Donc, en général, les gens travaillent en parallèle de la thèse. Donc, ça peut durer 6-7 ans plutôt. Hein. Donc là, il a commencé à approcher la trentaine. Et donc, avant, il y a je dirais une vingtaine d'années, là, il avait une bonne chance d'être recruté. Il faut avoir une thèse pour être recruté, donc il soutenait sa thèse, il pouvait être recruté, maître de conférence, auquel cas il devenait enseignant-chercheur, donc il avait ces deux activités, recherche et enseignement, ou alors il était engagé dans un organisme de recherche, comme je le suis par exemple, type CNRS, où là il était chercheur à plein temps. Et donc il était chargé de recherche, ce que je suis actuellement. Et puis après, une carrière... C'est-à-dire qu'on propose une recherche en même temps qu'on continue d'apprendre sur le sujet qui nous intéresse, c'est ça? Alors, après, le travail de chercheur, c'est exactement ça. C'est ça qui fait que c'est, à mon sens, un des quand même plus beaux métiers, parce que c'est un métier où on apprend toujours. Et c'est même pire que ça, c'est qu'on est payé pour apprendre. On est payé sans cesse pour essayer d'être à la pointe de la connaissance, et puis la connaissance au niveau international. Il n'y a pas de frontières en recherche. Et puis d'amener sa pierre de plus, d'essayer de critiquer. C'est un domaine dans lequel toute avancée est sans arrêt soumise à la critique de l'ensemble des collègues. Donc c'est un domaine qui est à la fois très concurrentiel et en même temps, quand c'est dans de bonnes conditions, c'est extrêmement agréable parce qu'on côtoie des gens un peu partout et il y a quand même une excitation collective. C'est une maison que tout le monde construit, quoi. Voilà, exactement. Ça c'est l'idéal du système de recherche. Alors ça change un peu avec ce qui se passe maintenant parce que donc cette espèce de parcours, disons plus ou moins linéaire, on arrivait assez vite à avoir un poste statutaire, donc qui garantissait une continuité dans son travail et qui faisait qu'on n'était plus où le problème c'était pas de manger le lendemain, c'était de faire de la recherche. Et bien maintenant ils intercalent entre ce recrutement statutaire et la fin de la thèse, qui donc se situe autour de 28-29 ans, une période dont Eric est l'un des représentants ici, qu'on va appeler post-doc pour post-doctorat, qui prend tout un tas de formes de contrats de plus en plus variés et qui est aujourd'hui autour de 2-3 ans en moyenne, mais qui va bientôt être de 4, 5, 6. Et ce que propose le rapport Attali, par exemple, c'est 12 ans. Le rapport Attali, il propose que, alors avec des variantes, mais que entre la fin de la thèse et le recrutement comme chercheur permanent, on puisse enchaîner 3 contrats de 4 ans. 3 CDD de 4 ans. Et donc là, on arriverait à 40 ans, en gros. Et donc, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'évidemment, pendant ces contrats courts et de type CDD, on va être moins intéressé par ce qu'on fait en recherche que par le fait de la vendre pour pouvoir décrocher le contrat d'après. Ouais. Dans le même temps, on sait aussi que le financement de la recherche, qui autrefois était un financement qu'on dit récurrent ou de base, c'est-à-dire qu'en fait, on avait de l'argent pour 4 ans, puis au bout de 4 ans, on voyait ce qu'on en avait fait, etc. Maintenant, c'est des contrats associés à une recherche. Donc, j'ai un petit projet, je trouve du fric pour, et puis ce fric va durer le temps de ce petit projet, et puis je vais pouvoir embaucher quelqu'un pour 2 ans, puis si le projet est pas poursuivi, cette personne, je la vire. Donc, je crée en plus des relations hiérarchiques extrêmement malsaines, et puis pour les gens qui sont sur ces contrats, je crée l'espèce d'obsession du contrat suivant, l'obsession de simplement pouvoir bouffer le coup d'après. Et donc, évidemment, je perturbe le recrutement, puisqu'il y a tout un tas de gens que je vais perdre parce qu'ils vont se dire je ne vais pas me taper jusqu'à 40 ans ce type de truc. Donc... Et en plus, ça fragmente les recherches pour chacun. Exactement, et ça change la nature de la recherche. C'est ça qui est très important, c'est qu'évidemment, ce n'est pas du tout neutre. C'est la nature de la recherche. C'est un truc qu'on oublie très souvent, c'est que... qu'on n'a plus de plénitude sur la durée. Voilà, et donc on ne fait pas les mêmes recherches. Oui, bien sûr. Et on oublie très souvent ça dans cette espèce de discours justement très idéaliste sur la recherche serait une espèce d'activité totalement hors norme. Mais non, c'est un métier, et le métier...
on le pratique différemment selon le type de contrat dans lequel on est, comme tous les métiers. Mais prenons un journaliste, s'il est viré du jour au lendemain, il n'écrit pas le même article. Voilà, c'est pareil pour nous, on va chercher à faire de la recherche efficace au sens rentable. Voilà, rentable, c'est-à-dire à peu près sûr, sans prise de risque. Comme le dit un chercheur aujourd'hui, Christian Vélo dans l'IB, qui dit le problème, c'est que le temps de l'évaluation scientifique n'est pas compatible avec l'urgence du brevet et des profits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chercheur, s'il veut effectivement gagner sa vie, il a intérêt à trouver tout de suite quelque chose, enfin, au plus vite possible. Il va donc se diriger vers des recherches qui vont aboutir, qui ont des chances d'aboutir le plus rapidement possible. Donc les recherches les plus faciles aussi peut-être. Alors, exactement. Non, mais c'est-à-dire qu'on va plus aller se compliquer la vie dans la recherche. On va aller au plus facile en permanence pour gagner sa vie, quoi, finalement. Qui correspondent aux appels d'offres. On va produire. La recherche va produire. Maintenant, on demande une production à la recherche. C'est ça, en gros. Voilà, exactement. Et donc on a mis, comme dit Mélanie, on a mis en place des instruments pour faire ça, notamment cette grosse agence qui a été la création de Sarkozy à l'époque où il était ministre des Finances, qui s'appelle l'Agence nationale de la recherche, et qui va financer projet par projet sur des durées de 2-3 ans, des projets choisis directement par le gouvernement. C'est-à-dire que c'est le pouvoir politique qui va dire je finance ce petit projet, je finance celui-là, et puis vous allez voir tout le monde venir à la soupe, c'est-à-dire les gens proposer des projets et évidemment s'aligner sur les programmes définis par le gouvernement. Dans les sillons qu'on propose. Quoi. Exactement. Et donc, on fait avec ça de la recherche pas très révolutionnaire, parce qu'il faut être dans le programme. Et puis en même temps, tout le monde ment un peu pour essayer de rentrer là. Alors on est en train sans arrêt de jouer à la limite de l'honnêteté, en plus de ce qu'on raconte, parce qu'on essaie de trouver de l'argent. Donc on dit qu'on va faire ça quand on sait très bien que c'est pas possible. On va survendre. On se met à vendre des aspirateurs. Est-ce que parce que Sarko, son grand flip, c'est de perdre la fuite des cerveaux, et puis il veut attirer des cerveaux, c'est son grand discours aussi. Est-ce que cette organisation va attirer des cerveaux? Est-ce que les étrangers, les chercheurs étrangers, ils voient ça en se disant tiens, ça va être bientôt bien en France, on va pouvoir aller se faire de la thune? Il y a très peu de chance en fait, puisque quand on voit par exemple que au CNRS, 20% des gens qui rentrent à l'intérieur du CNRS, donc un organisme de recherche, vraiment un des plus gros organismes de recherche en France, 20% des personnes qui rentrent sont étrangers. Alors que les conditions de salaire ne sont pas les meilleures du monde, on peut avoir beaucoup mieux ailleurs. L'intérêt du CNRS et l'intérêt de ce genre de statut, c'est que on prend une personne de 30 ans environ, et on va lui dire voilà, pendant les 30 prochaines années, tu peux faire à peu près ce que tu peux te planter, tu peux réessayer, de toute façon tu ne seras pas viré. Et ça, c'est un confort absolument sidérant, puisque les gens peuvent se lancer, ils peuvent essayer, ils peuvent se tromper, ils ont le droit. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver avec des contrats courts et ailleurs. C'est un système qui est assez... C'est une exception française, c'est une exception française. Et ça va disparaître, c'est bien ça que... Ça va disparaître. À terme, ce à quoi on peut s'attendre sont effectivement des contrats courts sur de longue durée. Ça peut paraître paradoxal, mais donc des contrats de 2-3 ans qui vont durer une petite décennie. Et puis surtout que les personnes, le statut de chercheur va changer, et on va passer d'un statut simili-fonctionnaire ou même fonctionnaire, je ne sais pas. Un statut de CDI, c'est-à-dire avec des personnes qui auront un emploi de travail, un statut normal, un statut de travailleur normal qui peut se faire envoyer comme n'importe qui, donc qui va pas se mettre en danger. Mais ça peut être en danger vis-à-vis de la communauté, dans le sens où il va dire tiens, je vais essayer cette chose qui n'a été essayée par personne ou auquel personne ne croit, mais ça peut être aussi vis-à-vis de sa hiérarchie. Oui, c'est ça, comme je reviens au type que j'ai cité tout à l'heure, là, qui est dans l'IB. En fait, ils disent que lui, son contrat de recherche, il risque pas d'être reconduit l'an prochain, vu qu'il est en train de critiquer. Il a eu des résultats qui n'arrangent pas le patron qui avait commandé la recherche. C'est pas très poli de sa part. C'est pas poli de sa part de dire non, le maïs Monsanto, il va nous niquer les reins. Il y a un exemple spectaculaire d'un chercheur coréen, alors je me souviens plus de son nom, qui était un médecin, il travaillait dans la pharmacologie, je crois, qui était pressenti pour un prix Nobel et qui était du jour au lendemain révoqué de l'université, tout simplement parce qu'il pipotait tous ses papiers, et que une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage du pipeau, tu es bien obligé de continuer pour continuer à avoir des financements. Ça, c'est la suite logique. Et à partir du moment où on est obligé de justifier en permanence ce qu'on fait, il n'y a plus de garde-fou. Mais alors, comment il justifie ça, Sarko? C'est-à-dire que le CNRS,
aussi idéal que tu nous présentes. Le CNRS, c'est pas il a des un endroit failles. idéal, Enfin, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quand même une. Non, mais c'est quand même. Pourquoi il trouve pas ça bien, Sarko? C'est pas rentable comme truc? C'est comme toujours. Hein. Si vous voulez tuer votre chien, accusez-le de la rage. On accuse spécifiquement le CNRS et c'est celui qui est en premier lieu mis sur la sellette, alors que de loin, c'est par exemple l'organisme qui attire le plus d'étrangers. Donc on nous fait le coup de l'attractivité, etc. Et on attaque et on fait disparaître les postes dans le seul organisme qui a ce type de taux de recrutement étranger, ce qui est beaucoup, c'est même 24% des nouveaux engagés. C'est énorme. C'est énorme. Hein, et justement, avec des salaires relativement faibles, donc on sait que la seule façon qu'a la France aujourd'hui d'attirer des étrangers, c'est de faire ce que font pas les autres. En Allemagne, on est recruté à 40 ans, c'est de recruter les gens jeunes. Et c'est comme ça qu'on attire, par exemple, plus de femmes, des catégories sociales un peu plus variées. Et donc, c'est un vrai atout. Et on va casser cet atout, évidemment, sans mettre des salaires au niveau du système américain, parce que personne n'imagine qu'on va payer les gens au niveau du système américain. Donc, on casse cette structure de l'emploi avec recrutement jeune, avec un argument qui est absolument fallacieux. On ne va pas améliorer l'attractivité de ces métiers-là en mettant des contrats 3 fois 4 ans après la thèse et des recrutements à 40 ans. C'est du pipeau. Mais une nouvelle fois, l'idéologie veut que le contrat à durée indéterminée, que la pérennité du travail, c'est ce que nous dit la patronne du MEDEF, c'est pas bien, parce que ça vous met dans une situation, la précarité c'est bien dans l'amour, c'est bien dans le travail, etc. Tout ça c'est du blabla idéologique, mais il faut lire Attali. Même si c'est un peu lourd et pénible, il faut lire Attali parce que tout y est. Tout y est, les raisonnements à l'envers, etc. Et c'est ça, quoi. Il faut péter le travail et la stabilité des gens, parce qu'en cassant ça, on sait qu'en gros, on les met à sa merci et qu'ils vont plus broncher. Et donc, pour faire ça, on argumente n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe chez nous. Bon, on va passer un petit peu de musique, puis après on va parler des sciences humaines qui sont quand même... on va voir ce qu'elles deviennent dans ce monde de rentabilité, parce que les sciences humaines, on ne sait pas où est-ce que ça rapporte. Mais on va voir ça après. C'est qui déjà, Laurent? J'ai oublié. Monsieur Willy DeVille. Ah ouais, c'est Willy DeVille, c'est ça, avec une reprise d'une mec que j'ai jamais écouté là-dessus, qui jouait de la guitare, soi-disant bien, Jimi Hendrix, un truc comme ça. Ou Robert, je sais plus. Je sais plus. Robert Hendrix, ouais, c'était ça. doit être ça. Ouais. Allez. Mano va jamais jouer au Japon parce que si tu te mouches sur scène, tout le monde sort de la salle. Je me remémorais tout ce que tu m'as expliqué, là, tout le parcours qu'il faut se taper, mais c'est une vraie jungle, il faut être supra motivé. Quoi. Et en plus, tu n'es pas sûr de trouver un poste en cours de route, puisque toi, tu me disais qu'il y avait un poste pour ta spécialité. Oui, alors l'année dernière, vous étiez 200 étudiants ou je sais pas quoi. C'est très difficile à dire, hein, c'est toujours le même problème, on ne sait pas trop combien on est à candidater sur un poste. Mais au moins plusieurs centaines, quoi, pour un poste disponible. Je sais pas. En fait, moi j'ai été boulé au niveau des dossiers, tout simplement parce que, en fait, bon, pour l'anecdote, je sais pas si ça intéressera grand monde, mais c'est pour vous dire comment ça fonctionne. Il y a un dossier à remplir, bon, rien de plus normal, et les papiers à remplir les papiers à donner pour remplir ce dossier sont donnés dans le journal officiel. Bon, il y a écrit dessus à l'exclusion de tout autre. Or, j'ai donné uniquement ces papiers-là. Et il fallait donner d'autres papiers en plus. Ce sont des choses qui sont sues de tout le monde, mais il faut le savoir, quoi. D'accord. Donc j'ai pas mis ces papiers, j'étais boulé à ce niveau-là. Donc je sais pas du tout combien de personnes y restaient derrière. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, l'année dernière, il y avait un seul poste dans mon domaine qui est pas quelque chose de très très pointu, au sens où très peu de personnes bossent dessus. Donc tous les autres, toi, tu l'as eu le poste? Non, je l'ai pas eu. Tu l'as pas eu? Ah ouais, alors qu'est-ce que tu deviens? La même chose un an après. Donc j'avais un contrat court du 1er janvier dernier. Et de quoi tu as vécu pendant un an? Je suis en contrat court. J'étais en contrat court depuis le 1er janvier de l'année dernière. Et j'ai récupéré un deuxième contrat court qui part de ce 1er janvier jusqu'à la fin de l'année. Mais tu parlais, Mano, de la motivation. Ne serait-ce que pour faire un doctorat sans allocation de recherche, il faut être vraiment motivé. Parce que les doctorats, c'est comme tu disais tout à l'heure, Georges, c'est 3 à 4 ans pour les sciences dures et beaucoup plus, un peu plus pour les sciences humaines. Et les étudiants qui n'ont pas, les doctorants qui n'ont pas la chance d'avoir d'allocation, il faut qu'ils travaillent à côté, qu'ils fassent leurs recherches en même temps, leurs thèses en même temps. Et ça, c'est quasiment mission impossible. Donc là, ça sélectionne aussi. Il y a énormément de gens qui laissent tomber leurs thèses en cours de route. D'accord. Donc toi, Mélanie, tu es étudiante en sociologie.
En anthropologie sociale. En anthropologie sociale. Donc, qu'est-ce qui se passe parce que là, comment vous arrivez à être rentable et compétitif entre vous? Alors, moi, c'est quoi le pas mérite Comment tu vas avoir du mérite demain? Ça va Alors, je n'ai aucun mérite et je suis ni Justifie-toi. rentable ni compétitive. Voilà, donc qu'est-ce que tu deviens? Tu disparais ou... Alors, je disparais pas. Je pense qu'il faut vraiment se battre pour ça. C'est-à-dire que les sciences humaines, elles sont... surtout en anthropologie sociale, on ne peut pas savoir ce qu'on cherche. Nous, on part sur un terrain, on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne peut pas nous demander. C'est de l'observation, c'est de la réflexion. Oui, le terrain, on part avec des présupposés, on sait qu'on va aller enquêter quelque part pendant 1 an, 2 ans, etc. Et ensuite, effectivement, on écrit quelque chose dessus, on essaye de théoriser un peu tout ça, etc. Mais à la base, si on devait donner nos résultats avant de commencer le terrain, ce serait complètement absurde, c'est pas possible. C'est l'inverse de notre démarche, en fait. Ouais, sinon, ce serait un travail de journaliste. De toute façon, oui. Et de toute façon, vos résultats ne sont pas destinés à être utiles. Non, ils ne sont pas destinés à être utiles. Les sciences humaines, pour moi, c'est un outil critique. C'est-à-dire que c'est extrêmement important de défendre les sciences humaines parce que, pour moi, c'est vraiment juste avoir un esprit critique sur le monde. On permet d'avoir un esprit critique sur le monde, on analyse le monde. Les gens, en anthropologie sociale, on analyse les sociétés. Donc, si on tue les sciences sociales, en fait, on tue toute possibilité d'analyse critique, toute possibilité de critique, de position de retrait, d'observation du monde. Mm-hmm. Donc, c'est pas efficace comme... Par exemple, toi, excuse-moi, tu travailles beaucoup sur la femme. Non, si je me demande. Oui, sur les rapports de séduction. C'est-à-dire que si on veut nous évoluer, nous en tant que gros machos, on a intérêt à laisser des gens comme toi travailler sur les rapports entre l'homme et la femme. Je sais que tu bosses sur la séduction ou des choses comme ça. C'est-à-dire que toi, tu vas nous permettre demain à tous d'être un peu plus intelligents, d'élever mieux nos enfants avec des discours plus cohérents. C'est ça. Non, j'essaie de. J'ai pas cette prétention, mais en tout cas de déconstruire les. Parce qu'il faut dire à quoi sert ta recherche, sinon les gens ils vont se dire oui, c'est vrai qu'elle peut. Parce que attends, on va lire la phrase ignoble de Sarkozy, quoi. Je voudrais quand même que tu argumentes un peu dans ton, ton intérêt, parce que c'est vrai que si on écoute Sarko, l'enfoiré, qui nous dit vous avez le droit de faire de la littérature ancienne, mais le contribuable n'a pas forcément à payer vos études. Qu'est-ce que tu lui réponds? Le contribuable, dis-lui aujourd'hui à quoi tu sers. Alors. C'est salaud, hein, mais. Ouais, c'est un peu dur comme question. Je l'ai dit, moi je sers à rien en soi, je sers juste à me positionner face à des choses qui paraissent évidentes, c'est-à-dire qu'on pense que nos rapports sociaux sont, souvent moi quand je dis que je travaille sur la séduction, on me dit ah ouais mais la séduction, qu'est-ce que tu fais, c'est naturel la séduction. Justement nous ce qu'on montre c'est qu'en sociologie, en anthropologie et en ethnologie, c'est que on essaye de comprendre que les rapports humains sont pas forcément des phénomènes naturels, c'est des choses qui sont définies par un contexte social, etc. Donc on essaye de comprendre que effectivement du coup c'est pas il n'y a pas de déterminisme dans tout ça. On n'est pas forcé de se comporter de cette façon-là. Et si on se comporte comme ça, il faut comprendre pourquoi. Vous êtes là pour amener des bases de réflexion à l'humanité. On est là pour déconstruire les choses qui paraissent évidentes. Voilà. Toutes les choses qui nous paraissent être des évidences, nous on montre que non. Et ce matériau, il devient quoi dans la société? Il apparaît où après? Comment il remonte de vos travaux par exemple, les mouvements. Je pense que les mouvements féministes, ils ont beaucoup joué là-dedans. Ça fait évoluer la société. On le voit plus particulièrement, je pense, avec le féminisme, parce qu'effectivement, il y a eu des grandes avancées. On n'est pas encore. On disait tout à l'heure, je te demandais, Eric, combien il y avait de femmes dans ton laboratoire. Un peu. Mais c'est sûr que c'est dur à faire avaler à Sarkozy. Alors il faut qu'il crache quelques milliards juste pour aider les féminismes. C'est sûr que connaissant le vieux Sarko, il va mettre sa thune ailleurs. Hein. Non, mais la science humaine coûte très peu cher. Mais juste pour faire une petite réflexion là-dessus, c'est quand même... on est quand même, je trouve, à la limite de l'obscénité d'être obligé de justifier la connaissance et de la justifier dans un rapport utilitariste. C'est quand même la négation de l'humanité. Enfin, pour moi, en tout cas, ma notion de l'humanité... Dire qu'une connaissance, bien sûr, mais dire qu'une connaissance n'a pas de vocation de rouage dans une petite machine mécanique, c'est quand même. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui c'est difficile de justifier qu'on n'ait pas de résultat, qu'on ne soit pas efficace, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser autrement qu'en termes d'efficacité, et c'est là qu'il est le problème. Et les philosophes grecs, ils étaient nourris comment? Aristote et tous ces mecs-là. Enfin, moi je les connais pas, hein, mais et comment ils bouffaient ces gens-là?
Par qui ils étaient payés? En tout cas, c'était des losers. Hein. Avec nos critères d'aujourd'hui, c'était des losers. Ah Pas ouais. des Ils n'avaient rien compris. Ils étaient nobles, hein, ils étaient riches. Hein, ça a été pendant longtemps. C'est un des enjeux de ce qu'on discutait sur l'organisation sociale de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'est justement d'éviter ça, d'éviter que les seuls qui puissent se permettre de prendre ces risques-là, ce soient les fils de bourgeois. Et c'est ce qui va se passer. On pourra en revenir à des choses plus terre à terre avec le financement par le privé. Puis j'ai vu le prix des inscriptions aussi va être en fonction. D'ailleurs, tu disais par exemple comment la recherche qu'elle mène sur les déterminants sociaux de la séduction, etc. Comment ça passe? Ça passe par les étudiants. Justement, on revient à cette idée du lien recherche-enseignement supérieur. Si elle est recrutée comme maître de conf, le travail de recherche qui est fait, et peut-être qu'elle enseigne d'ailleurs, sera directement enseigné. L'heure d'après, si je puis dire, à des gens dont j'espère pour ma part qu'ils seront plus nombreux dans 10 ans. J'espère qu'un jour, et normalement le progrès des sociétés doit faire ça, que de plus en plus de gens iront jusqu'à passer des années et des années sur le banc de l'école à apprendre ça. Mais juste un mot pour dire que à quoi tu sers, à quoi sert ta recherche, etc. Ce discours-là, en fait, il n'est pas si fréquent dans l'opinion publique, dans la fameuse opinion publique. Moi, c'est une des découvertes de ce mouvement depuis 4 ans, c'est qu'en fait, cette question-là, elle est posée par les journalistes et elle est posée par les politiques. Mais qu'en fait, les gens dans la rue, on a fait des manifs, on a tracté partout, etc., ils posent rarement cette question-là. Ils sont assez respectueux du travail des chercheurs, en général d'ailleurs. Sciences sociales, sciences humaines, sciences dures, disons. Il y a peu de gens qui disent à quoi ça sert. Parce que finalement, à quoi ça sert de mettre du dentifrice 3 couleurs dans un tube? Je veux dire, à quoi ça sert de faire un téléphone nouvelle génération ou de mettre je sais pas quoi, une peinture métallique sur la bagnole? Les gens savent bien que ça sert pas à grand chose non plus, et voire beaucoup moins. Donc en fait, cette critique consumériste du savoir, elle est pas répandue autant qu'on aimerait le dire. Parce qu'en fait, on veut nous faire dire, on veut nous faire complexer, on veut nous faire nous sentir inutiles, nous chercheurs. Elle apparaît justement que dans le contexte où on discute depuis tout à l'heure, dans le contexte de rentabilité, du capitalisme et donc du pouvoir. Ouais, mais cette idée-là, la dévalorisation du savoir en tant que tel, en fait, elle n'est pas si répandue que ça, cette dévalorisation. Moi, je suis régulièrement surpris par des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études et qui, en même temps, ont un très grand respect pour la recherche du savoir en tant que tel. Moi, je sais pas, il y a des expériences, par exemple, Science en Fête, où on va faire des manips devant les gens. Moi, j'ai fait ça à Strasbourg pendant plusieurs années. C'est étonnant. Mais les gens, ils demandent pas à quoi ça sert. On a tous envie d'être chercheurs. Bah moi, voilà. J'étais môme, chercher le mouvement perpétuel. Exactement. Et tout ça. En fait, c'est très naturel. Fan cette de curiosité. Léonard de Vinci. Exactement. Donc on se pose pas la question pour la musique. Enfin, c'est des choses assez naturelles en fait dans l'esprit humain. Ce qui est pas très naturel, c'est de passer sa vie devant un ordinateur à calculer l'évolution du coût de l'action, je sais pas quoi. Ça, c'est pas très naturel. Non, mais c'est vrai. Et je veux dire, les traders qui sont aujourd'hui, paraît-il, les nouveaux héros. En fait, eux, ils ont des vrais problèmes psychologiques sur savoir à quoi ils servent. Non, mais donc, moi, je pense qu'il faut. Tu attires des copains? Non, mais j'en connais. J'en connais. Ils dépriment et de temps en temps, ils regrettent. Je veux dire, le fric, ça se paye aussi d'un point de vue intellectuel. Donc, moi, je pense qu'il faut y aller tranquillement. Le savoir, améliorer le savoir de l'humanité, même très modestement. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que, pour revenir à quelque chose de concret, c'est quoi la revendication alors, donc pour finir sur du dur quoi, aujourd'hui là, il faut se débarrasser quoi de la loi LRU, elle est pourrie. Ouais, donc il faut tout. On va faire du dur. Il n'en a rien s'en débarrasser vraiment. Je pense que ça se fera pas. Mais dans l'immédiat, ce qu'on va revendiquer très simplement, c'est des postes pour Eric et ses camarades. Plus de postes. On a bloqué les postes. C'est la première fois depuis très longtemps. Il y a quand même de plus en plus d'étudiants, un besoin d'encadrement. Les facs sont dans un état catastrophique. Les enseignants sont surchargés de boulot. Et il ne faut pas rêver, si on veut de l'enseignement de bonne qualité et de la recherche de bonne qualité, il faut des gens, parce que la recherche et l'enseignement, ça se fait avec des gens et pas avec des ordinateurs. Donc l'urgence, c'est de faire revenir des jeunes vers ces métiers-là, parce qu'ils s'en détournent. Et donc, c'est d'abord des postes. Et la deuxième urgence, c'est de redonner
le pouvoir aux scientifiques et aux chercheurs et aux enseignants et au personnel de redonner cette autonomie qui permet de travailler dans des conditions où justement l'esprit critique peut se développer. Et donc il faut stopper ce processus de prise en main et de contrôle par le pouvoir politique et le pouvoir financier de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et ça passe par des réformes institutionnelles, enfin par des changements institutionnels. Je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail, mais il y a un aspect, assez compliqué à établir, mais il y a aussi cette partie-là. Donc il y a une partie poste, moyen, et puis il y a une partie transfert du pouvoir. Voilà. Décider elle-même de ses priorités et de ses orientations. Et que l'État revienne à son rôle normal, c'est-à-dire de donner des impulsions, mais ensuite de laisser faire et de garantir aux chercheurs leur indépendance. Est-ce que la gauche faisait mieux que la droite ? Bonne question. Pas vraiment. Et là, ils se réjouissent pratiquement, la gauche, j'entends le PS, hein, parce que... le PS, enfin la gauche qui a été au pouvoir. La gauche qui a été au pouvoir, non, Allègre est à peu près satisfait de ce qui se passe. En gros, ils auraient écrit sans doute la même loi. Ils sont tous aussi cons. Ségolène aussi, d'ailleurs. Avec des nuances. Des nuances, d'accord. Des nuances légères. C'était Smoke City. On vous dit au revoir. La semaine prochaine, c'est Fantasio, l'invité. On va faire un peu de musique. Fantasio, j'ai écouté, c'est assez marrant, on va se marrer certainement. Et puis là, on va écouter Patti Smith. Moi je voudrais faire un... on change puisqu'on n'a plus le temps. On va quand même terminer l'émission avec Patti Smith parce que j'avais envie de faire un petit clin d'œil. Il y avait une vieille copine à moi qui était la cantinière dans une école où j'ai jamais suivi un seul cours et j'ai passé mon temps à danser sur la cuisinière avec la cantinière. Il y avait des chefs dans la cuisine et on écoutait Patti Smith à fond. Et on fumait des gros pétards. Et j'étais à l'école. Hein. Allez, salut tout le monde, à la semaine prochaine. Moi, je m'en fous total. Merci, Brigitte. Vous êtes quelqu'un de bien, vous savez.